Je m'appelle Jeanne Morel, j'ai 76 ans et j'ai appris à plier les jours comme on replie une nappe propre, sans bruit, avec des coins bien marqués. Le matin où nous avons porté mon fils jusqu'au cimetière de Beauvais, il pleuvait une eau serrée qui frappait le cuir des chaussures comme un rappel. On disait courage, on disait condoléances, on posait des mains qui ne savent plus quoi faire une fois retirées. Je n'ai pas pleuré devant les gens. Je garde mes larmes pour les lavabos et les torchons. Arnaud est parti vite, trop vite, laissant derrière lui ces phrases qu'on prononce au futur sans savoir qu'on sera bien obligé de les conjuguer au passé. Je vivais depuis 2 ans dans la petite dépendance attenante à sa maison, prête à usage consenti par mon fils. Un toit, l'eau chaude, l'électricité, en échange d'un jardin tenu net et d'une présence discrète. Je n'y réclamais rien. Je posais la bouilloire, je recousais des poches, je gardais la boîte aux lettres au sec. Ce matin-là, en rentrant de la mise en bière, je suis passée par la grille latérale qui grince exprès pour prévenir les chats et j'ai trouvé la petite clé qui n'entrait plus. On avait changé le barillet. Il était 12h42 sur mon téléphone. J'ai posé le sac à mes pieds et j'ai frappé à la porte vitrée de la cuisine. Camille, la veuve d'Arnaud, portait encore son manteau noir et cette propreté de visage qu'on obtient en frottant trop fort. Elle a entrouvert, juste assez pour que la pluie n'entre pas avec moi. Elle m'a dit que ce n'était plus chez moi, qu'elle avait demandé à Marc de changer les serrures, que je récupérerais mes affaires plus tard sur rendez-vous avec son avocat, qu'elle n'avait pas de temps, que tout était à elle. La porte s'est refermée net, avec le bruit d'un objet qui retrouve son tiroir. Je n'ai pas insisté. J'ai gardé la main sur la poignée 2 secondes, non pour forcer, mais pour me souvenir du contact. Dans mon sac, j'ai sorti mon carnet à élastique. J'ai noté l'heure, le changement de serrure, les phrases exactes. J'ai pris une photo de la serrure neuve, de la poignée, de la pluie sur le carreau. Les preuves ne servent pas à attaquer. Elles servent à ne pas crier. À 12h49, mon téléphone a vibré. Message de Camille. Elle exigeait que je ne revienne pas sans son avocat, affirmait que tout lui appartenait, maison, dépendance, meubles, et disait qu'elle me laisserait récupérer 2 cartons de vêtements. J'ai laissé l'écran s'éteindre. J'ai composé le numéro de Bréal, le notaire d'Arnaud, un homme qui parle comme si les mots pouvaient être des clés ou des marteaux selon la main qui les tient. Il m'a dit de ne rien forcer, de me souvenir que j'étais occupante à titre précaire par prêt à usage, que ce n'était pas un bail, mais que ce n'était pas rien. Il a annoncé qu'il demanderait l'apposition de scellés sur le bureau d'Arnaud et sur les pièces sensibles au nom de la succession, qu'un huissier constaterait le changement de serrure et l'expulsion de fait. Il m'a demandé de déposer une main courante. Il m'a rappelé de ne pas en dire trop, de noter, de dater. Il m'a promis de rappeler dans l'après-midi pour fixer l'huissier. Je suis allée au commissariat de Beauvais. Il existe des lieux qui vous remettent la colonne vertébrale dans l'axe, même quand on a envie de s'asseoir par terre. J'ai expliqué au brigadier simplement que j'occupais la dépendance à titre gratuit depuis 2 ans, que les serrures avaient été changées à mon retour des funérailles, que je ne voulais ni forcer ni crier, seulement déposer une main courante. Il a noté, m'a fait relire, m'a demandé si je souhaitais porter plainte. J'ai répondu non, pas aujourd'hui, la main courante suffisait. Il m'a remis le feuillet. Dans le hall, j'ai rangé le papier dans mon sac entre les mouchoirs et le carnet. En sortant, j'ai croisé le commissaire Prigent que j'avais connu lors d'une réunion de prévention. Il m'a conseillé de laisser notaire et huissier faire leur travail, d'éviter toute clé fabriquée ou retour en douce et, en cas de provocation, de noter et de partir. Sa courtoisie a remis mon sang à sa place. Dehors, la pluie avait cessé. Beauvais sentait la pierre lavée. J'ai marché jusqu'à la cathédrale. Je préfère les bancs du fond et les prières courtes. J'ai ouvert mon carnet et recopié la phrase de Camille « Tout m'appartient ». J'ai ajouté au crayon un rappel simple. En France, rien n'appartient tout de suite après un décès. Inventaire, dévolution, acte de notoriété, charge éventuelle. Je ne suis pas juriste, mais j'ai vécu assez de papier pour savoir qu'il ne pousse pas tout seul. À 15h04, Bréal a rappelé. L'huissier pouvait se rendre le lendemain matin à la maison
pour constater et apposer les scellés sur le bureau et sur la bibliothèque d'Arnaud. Il préparait un courrier à Camille pour rappeler qu'aucune aliénation n'était possible avant inventaire. Il m'a indiqué qu'un testament était au dossier et qu'un codicille scellé serait ouvert en présence des parties. Sa voix s'est adoucie. Il m'a dit qu'Arnaud lui avait parlé noir sur blanc de mon prêt à usage et que, quoi qu'il arrive, on écrirait mes droits. J'ai dit merci. À 16h12, Madame Delaunay, conseillère privée de la banque d'Arnaud, m'a laissé un message. Elle m'informait des mesures habituelles mises en place, blocage des comptes du défunt, gel des opérations, aucune sortie exceptionnelle sans acte du notaire. Elle me demandait de renvoyer toute sollicitation de Camille vers l'étude. J'ai transcrit mot pour mot. Les mots exacts tiennent mieux que les impressions. En fin d'après-midi, j'ai tenté d'entrer dans la dépendance pour chercher un manteau plus chaud. La clé n'était plus la mienne. J'ai appelé Maury, avocat à Beauvais. Il m'a dit de ne rien toucher, de venir le lendemain avec l'huissier et qu'il demanderait une convention d'occupation provisoire le temps que la succession soit posée. Sa voix était nette. Le soir a pris la ville par couche. J'ai dormi sur le canapé de ma voisine Lucette, qui garde toujours un drap repassé au cas où la vie exagère. Avant d'éteindre, j'ai relu mon carnet. Serrure, message, main courante, huissier demain, banque. À la dernière ligne, j'ai écrit une phrase brève. Ne pas répondre à la violence par le doute. Je venais d'éteindre quand le téléphone a vibré. Nouveau message de Camille. Elle disait qu'elle avait réunion à Paris le lendemain, que si je revenais, elle appellerait la police pour intrusion, que son avocat me tiendrait. J'ai soufflé. J'ai tapé une phrase que j'ai effacée aussitôt. La colère n'écrit pas droit. J'ai glissé le téléphone sous l'oreiller. Je me suis laissé tomber dans un sommeil sans image. Le lendemain, un huissier, un notaire, des scellés et mon pas propre dans une maison où je n'entrerais pas en fraude. La vengeance ne me convenait pas, j'avais mieux. Un bureau où m'asseoir, un carnet qui sait tenir, et la certitude très simple que la loi, quand on la laisse faire sa lenteur, sert plus efficacement que toutes les serrures du monde. Le lendemain, j'ai attendu l'huissier devant le portail, carnet et pièces d'identité dans la poche. La rue sentait la terre mouillée, les rideaux des voisins remuaient à peine. Il est arrivé à 9h15, manteau sombre, mallette, regard qui sait où poser les yeux. Il m'a salué, a vérifié mon nom, celui d'Arnaud, l'adresse. Puis il a demandé si l'occupante principale était présente. J'ai sonné. La porte s'est ouverte sur Camille, tirée à 4 épingles, le téléphone à la main. Elle a voulu refermer aussitôt. L'huissier a retenu la porte avec calme et a expliqué en 2 phrases la mission de constat et la demande d'apposition de scellés au nom de la succession. Elle a soupiré, a levé les yeux au ciel, a laissé entrer. Nous avons commencé par le bureau d'Arnaud, petite pièce au fond du couloir, fenêtre sur le jardin. L'huissier a décrit la pièce à voix égale, a pris des photos, a noté les titres des dossiers visibles, le coffre fermé, l'ordinateur éteint. Il a découpé des bandes de papier gommées, a apposé les scellés sur le coffre, puis sur les tiroirs du bureau. Il m'a demandé si une bibliothèque à cataloguer existait ailleurs. J'ai indiqué la grande pièce de la dépendance où Arnaud avait rangé ses livres et ses archives de société. Nous sommes passés par la cour. La serrure neuve luisait encore. Camille a annoncé qu'elle n'avait pas la clé sur elle. L'huissier a noté l'impossibilité d'accéder à la dépendance, a photographié la poignée, puis a rédigé sur place un bref passage du procès-verbal mentionnant le changement de barillet constaté la veille. Il m'a demandé si je souhaitais ajouter des observations. J'ai répondu que j'occupais la dépendance par un prêt à usage, que mon fils m'y avait installé depuis 2 ans et que je n'entendais pas forcer l'entrée. Il a écrit ces mots en les raccourcissant comme on replie un drap. À 10h17, appel de l'étude. Mebréal voulait fixer un rendez-vous l'après-midi même pour une lecture partielle du testament et une information sur la suite. J'ai noté l'heure, l'adresse, la salle. Camille a entendu le mot notaire et a réagi par un rire bref. Elle a dit qu'elle y serait avec son avocat. L'huissier a continué son tour, a photographié le plan du rez-de-chaussée, a consigné l'état de la cuisine, l'inventaire sommaire de l'argenterie dans la salle à manger,
a indiqué qu'aucune aliénation ne pouvait intervenir avant inventaire contradictoire et instruction du notaire. Il a imprimé un accusé de passage avec sa petite imprimante, me l'a remis, en a laissé une copie à Camille. Puis, il est reparti en disant qu'il transmettre au plus vite le procès-verbal. Je me suis assise sur le muret 1 minute pour remettre mes épaules au bon endroit. J'ai relu dans mon carnet la suite à tenir. À midi, je suis passée chez Lucette pour avaler un café et changer de manteau. À 14h30, j'ai poussé la porte de l'étude, parquet léger, vitres propres. Mebréal m'a reçu dans une salle claire. Camille est arrivée avec un homme au costume trop neuf qui s'est présenté comme Me Godefroy. Nous nous sommes assis autour d'une table sans nappe. Le notaire a posé devant lui un dossier beige, a rappelé la situation juridique simple et la complexité humaine, a dit qu'il lirait aujourd'hui des extraits utiles du testament d'Arnaud, le document scellé restant pour une séance à venir en présence de toutes les parties. Il a expliqué d'abord les mesures automatiques, blocage des comptes du défunt, impossibilité de virement hors succession, gel des contrats jusqu'à attestation et inventaire. Il a précisé que les biens meubles ne pouvaient être cédés ou vendus sans inventaire contradictoire. Camille a protesté. Me Godefroy a tenté de réduire l'affaire à une question d'organisation. Le notaire a continué sans hausser la voix. Dans le testament principal, il y avait transmission des biens à Camille, mais avec des charges écrites noir sur blanc. D'abord, le maintien d'un logement à Beauvais pour moi, logé et chauffé, le temps de la liquidation, charge pesant sur l'héritière. Ensuite, l'obligation d'un inventaire expert de la bibliothèque et des archives avant toute vente ou don. Enfin, une mention d'un document complémentaire, codicile placé sous pli, à ouvrir en présence des parties et, si besoin, du juge, si la situation l'exige. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas levé la tête non plus. J'ai simplement écrit dans mon carnet « Charge, logement, inventaire expert, document scellé ». Mebréal s'est tourné vers moi et a indiqué que le testament mentionnait aussi un mandat posthume limité. Arnaud m'avait désigné mandataire sur un périmètre précis pour 2 ans au maximum, afin de gérer certaines parts et veiller à l'exécution des charges pour le compte de la succession et dans l'intérêt des ayants droit. Il a dit que ce mandat n'était pas encore activé, que son activation dépendrait de l'ouverture du document scellé et d'un échange contradictoire. Je me suis sentie droite dans ma chaise, comme quand on enlève une écharde. Camille a trouvé tout cela grotesque. Elle a dit que le logement ne la concernait pas, qu'elle n'était pas une assistante sociale, qu'elle ferait vider la dépendance dès que possible, que ses livres n'intéressaient personne, que la vie devait reprendre. Me Godefroy a parlé d'urgence et de fluidité. Le notaire a rappelé que la loi n'avait pas d'urgence quand un mort venait de poser sa main sur les biens. Il a proposé 2 actions concrètes. D'abord, une convention d'occupation provisoire me permettant de réintégrer la dépendance légalement le temps de l'inventaire. Ensuite, la désignation d'un expert pour la bibliothèque. Il a aussi annoncé une prochaine ouverture du pli scellé à la fin de la semaine et a demandé à chacun de confirmer sa disponibilité. En sortant de l'étude, j'ai reçu un appel de Madame Delaunay. Elle m'a informé qu'une tentative de virement important avait été refusée dans la matinée depuis un compte lié à la succession, faute de documents, et qu'un message avait été envoyé à Camille pour lui rappeler la procédure. J'ai noté l'heure et 2 mots, conformité bancaire. J'ai croisé, dans le couloir, une employée qui portait une pile de dossiers attachés par des rubans. J'ai pensé à la patience que demandent ces nœuds. Dans le bus, j'ai relu mes notes. Je voyais mon propre chemin se dessiner, pas à pas, sans spectacle. Le soir, Lucette m'a prêté une clé de chez elle en attendant la convention. Nous avons mangé une soupe trop salée en riant un peu trop fort. À 21h, mon téléphone a vibré. Un courriel de Me Godefroy m'était adressé, copie à Camille. Ton sec, il contestait le bien fondé des scellés sur la bibliothèque, mettait en cause ma présence lors du constat, exigeait un rendez-vous sous 24 heures pour la remise de mes effets personnels, limité à 2 cartons, et me rappelait que toute autre entrée serait qualifiée d'intrusion. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré le mail à Mebréal et à Mehori. J'ai écrit dans mon carnet « Ne pas nourrir, attendre écrit notaire, tenir les heures ».
Avant de me coucher, j'ai réfléchi très doucement à ce que je voulais garder en tête. J'ai écrit une phrase simple. Aucune porte claquée ne vaut un papier posé. Puis j'ai soufflé la lampe et j'ai laissé la nuit avancer comme un drap tiède. Le lendemain nous attendait encore, avec ses chaises et ses papiers. Je me sentais moins seule. Le notaire, l'huissier, la banque, ces mots-là occupaient la pièce comme des meubles solides. Et pourtant, je savais déjà que Camille n'en resterait pas là. J'entendais dans sa voix une corde tendue. Elle finirait par tirer dessus. Et quand elle tirerait, quelque chose enfin se déplierait. Le 3e jour, une enveloppe blanche m'attendait dans la boîte aux lettres de Lucette. Mon nom, l'adresse du commissariat, une convocation à heure fixe pour audition libre dans le cadre d'une plainte pour vol et abus de faiblesse. La signature du brigadier, une case cochée, le rappel de mes droits. J'ai reposé l'enveloppe sur la table, j'ai bu mon café sans hâte pour que mes mains ne décident pas avant ma tête. Puis j'ai appelé Mehori. Il m'a dit de venir à l'heure, de ne pas me défendre à coups d'indignation, d'apporter des preuves simples et de laisser la procédure tenir la pièce. J'ai rassemblé une chemise claire. Dedans, les factures de mon linge, 2 photos du salon de la dépendance où l'on voit mon fauteuil, la lampe achetée il y a des années, un inventaire manuscrit des 2 armoires que j'entretiens depuis mon installation par Arnaud. J'ai glissé aussi la copie de la main courante, l'accusé de passage de l'huissier, le courriel de me Godefroy. Dans le carnet, j'ai noté l'heure de l'audition et la liste des pièces. Au commissariat, l'air sentait le papier neuf et l'encre sèche. Le brigadier m'a salué. Mehori a pris place à ma droite. Sur la table, un dictaphone discret. Le brigadier a lu la mention de la plainte déposée par Camille. Selon ses dires, j'aurais emporté des couverts d'argenterie et des livres rares le jour des funérailles. J'aurais également fait pression sur mon fils pour l'influencer dans ses dernières volontés. Il a levé les yeux sur moi. J'ai répondu calmement que je vivais dans la dépendance avec un prêt à usage consenti par mon fils, que je n'avais rien emporté, que j'étais rentée des obsèques à 12h42 et que j'avais trouvé une serrure neuve. J'ai tendu la main courante, l'accusé de constat, les photographies. Mehori a ajouté quelques précisions, a évoqué la présence de l'huissier la veille, a rappelé l'existence d'un inventaire à venir. Le brigadier a gardé ce ton égal que j'apprécie chez les gens qui s'occupent des faits. Il a appelé un instant le commissaire Prigent. Celui-ci s'est assis sans se présenter, a parcouru la convocation, a demandé si la partie plaignante avait produit un inventaire précédent, une liste de pièces manquantes, un témoignage. Puis il a rappelé, d'une voix qui ne cherche pas à impressionner, que la succession étant ouverte, aucune aliénation ou déplacement notable ne pouvait se faire sans inventaire contradictoire. Il a proposé de joindre les 2 avocats pour organiser une entrée encadrée dans la dépendance et la maison, afin de lister ce qui m'appartenait, ce qui relevait de l'indivision et ce qui devait être scellé avant expertise. Il a enfin demandé si j'acceptais de me prêter à ce protocole. J'ai acquiescé. Mehori aussi. Nous avons fixé un jour, une heure, un périmètre. Le brigadier l'a consigné dans le procès-verbal d'audition. En sortant, Mehori a serré mon bras. Il m'a dit que ce genre de plainte servait souvent à déplacer l'attention, que l'important était de rester dans les couloirs droits, que la classification sans suite ne prendrait pas une éternité si chacun jouait sa partition. J'ai hoché la tête et j'ai respiré par le nez pour ranger mes nerfs. Sur le parvis, mon téléphone a vibré. Un message de Madame Delaunay, la banque. Elle m'informait que des demandes de transfert avaient été faites au cours de la matinée depuis un compte lié au défunt vers une réservation d'appartement à Paris et des acomptes de travaux, et que ces demandes avaient été refusées par le service conformité, faute d'actes de notoriété et de déblocage notarial. Elle parlait de tentatives de paiement rejetées, de cartes débitrices sans provision. Elle ajoutait d'un ton courtois que toute difficulté devait se traiter entre la banque et l'étude, pas au téléphone ni sous pression. J'ai remercié, j'ai noté le tout dans mon carnet, j'ai glissé son message dans la chemise. Je n'avais pas de joie mauvaise. J'avais la sensation d'un verrou qui joue son rôle. L'après-midi, j'ai reçu un courriel de me Bréal. Il confirmait pour le surlendemain l'ouverture du pli scellé en présence des parties.
Il détaillait l'ordre du jour. Un expert pressenti pour la bibliothèque viendrait prendre les premières mesures et établir un devis d'inventaire. Il joignait aussi le projet de convention d'occupation provisoire pour que je réintègre la dépendance pendant la durée des opérations, avec obligation de respect des lieux et droit d'accès aux experts. Je n'ai pas respiré plus fort que d'habitude. J'ai imprimé, j'ai relu les clauses, j'ai laissé le papier sur la table, comme on laisse reposer une pâte. En fin d'après-midi, l'avocat de Camille a écrit encore. Il contestait le protocole d'inventaire proposé par la police, disait que sa cliente n'était pas disponible, menaçait de saisir la presse et de dénoncer ma prétendue influence. Mehori a répondu 3 lignes exactes, copie au commissariat et au notaire. Il a rappelé que l'audition s'était tenue, que la plainte suivrait son cours, que la succession ne se traitait pas sur les réseaux ni dans les colonnes, mais dans un bureau et avec des actes. Je suis passée chez Lucette pour un thé. Elle a posé sa main sur la mienne sans mordre mes doigts d'un soutien trop serré. Elle m'a dit que les jours finiraient bien par se remettre dans le bon ordre. J'ai répondu qu'il n'en avait pas l'obligation, qu'il devait seulement se tenir. Nous avons pelé 2 pommes, nous avons ajouté du sucre, juste ce qu'il faut, et nous avons laissé cuire la compote en regardant la fenêtre devenir un rectangle gris doux. Le soir, j'ai préparé un petit sac comme on prépare un départ honnête. J'ai mis une chemise de nuit, une brosse, 2 livres qui m'aident à dormir, la carte de l'étude, une copie de la convention d'occupation provisoire. J'ai glissé la chemise dans un tote bag, j'ai rangé mon carnet. Ensuite, j'ai écrit une phrase pour ne pas me perdre. Ne jamais répondre à une extrapolation par une supposition. Rester à hauteur déviée, des heures et des dates. Avant d'éteindre, un dernier message est arrivé. Camille. 3 lignes sèches. Elle disait qu'elle effectuait des travaux imminents, que ma présence compliquait tout, qu'elle me proposerait un hôtel pour quelques semaines si je renonçais à la dépendance. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré le message au notaire et à mon avocat. Puis j'ai écrit dans mon carnet « Proposition d'hôtel, renoncement exigé, refus silencieux ». À la ligne, j'ai précisé ce que je savais déjà. Demain, le bureau, l'expert, le pli scellé. La colère n'y entrerait pas. Je m'y assoirais avec mes épaules en place et mes mains à plat. Ensuite, l'inventaire, les scellés et la respiration courte mais régulière des papiers qui tombent au bon endroit. Le lendemain, à 9 heures, j'ai pris place dans la salle claire de l'étude. Sur la table, 3 dossiers, une carafe d'eau, des verres propres. L'assistante a annoncé que l'expert pressenti pour la bibliothèque passerait à 11 heures pour prendre la mesure des lieux et préparer un devis d'inventaire détaillé. Mebréal m'a donné à signer la convention d'occupation provisoire. J'ai relu chaque ligne. Droit d'usage de la dépendance pendant la durée des opérations, accès aux experts au jour convenu, respect des lieux, pas de modification. J'ai signé, il a contresigné. L'assistante a fait une copie pour moi, une pour le dossier. À 9h40, Camille est arrivée avec me Godefroy. Elle a refusé l'eau, a demandé le strict nécessaire. Mebréal a rappelé calmement le calendrier, inventaire contradictoire établi par l'expert, ouverture du pli scellé le surlendemain, vérification des charges et de la mission. Il a précisé que les comptes du défunt resteront bloqués jusqu'à l'attestation de dévolution et que toute opération sortant du cadre doit être autorisée par l'étude. Me Godefroy a répondu par des phrases courtes. Il a contesté le périmètre de la bibliothèque, a parlé d'encombrement, a proposé un garde-meuble. Le notaire a répété que rien ne serait déplacé avant inventaire. Je n'ai rien ajouté. À 10h15, un message de Madame Delaunay m'a atteint. Titre simple. Tentative de virement depuis un compte lié au défunt vers des acomptes de travaux, refusé par conformité. Elle m'informait pour suivi du dossier avec l'étude. Je l'ai noté dans mon carnet. Nom, montant, heure. Au même moment, le téléphone de Camille a vibré plusieurs fois. Elle a jeté un regard rapide, a serré les lèvres. Me Godefroy a demandé un aparté. Ils sont sortis quelques minutes. Je suis restée. J'ai regardé la carafe d'eau où des bulles remettaient de l'ordre. À 11 heures, l'expert est apparu, dossier sous le bras, maître dans la poche, carte professionnelle. Il s'est présenté, a demandé les accès, a précisé qu'il dresserait un inventaire descriptif avec photographie, estimation conservatoire et proposition de conservation.
nous nous sommes rendus sur place avec l'assistante. La porte de la dépendance s'est ouverte sans résistance. La convention venait d'être enregistrée à l'étude et transmise. J'ai retrouvé la pièce avec l'odeur des livres serrés. L'expert a commencé. Longue planche, vitrine basse, cahiers reliés, catalogue, actes de société, dossiers de presse. Il photographiait, dictait des titres sans effet. L'assistante notait en colonne. Dans la salle attenante, il a consigné le fauteuil, la lampe, la table où je cousais, et a distingué clairement mes effets personnels du reste. Pendant qu'il déroulait son ordre, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Lucette. Elle me disait qu'un message circulait sur l'application de quartier et sur un réseau. Une publication attribuée à Camille parlait de faire de la place, d'un désencombrement nécessaire, d'une vieille garde attachée à des livres inutiles. Elle disait que certains objets disparaissaient, insinuaient un risque de vol, appelaient à la vigilance. Lucette m'a envoyé des captures d'écran. J'ai respiré, j'ai transféré les images à me Ori et à me Bréal, j'ai écrit 2 lignes dans mon carnet. Publication. Désencombrement. Insinuation. Aucune réponse publique. L'expert a poursuivi. Il a noté la section des manuscrits signés, a signalé la nécessité d'un avis complémentaire d'un commissaire-priseur pour quelques volumes, a proposé une seconde séance la semaine suivante avec matériel et scanner portatif. Il a recommandé de maintenir la pièce aérée et sèche, de ne rien déplacer d'ici là. Je lui ai demandé si je pouvais continuer à occuper la chambre attenante. Il a hoché la tête. « Pas de problème, a-t-il dit, tant que les voies de circulation restent libres. » À 12h30, nous sommes repassés par l'étude pour une courte synthèse. Me Bréal a inscrit au dossier la publication repérée par Lucette. Il a décidé l'envoi d'une mise en garde formelle par courrier recommandé, rappelant que toute communication de nature à troubler l'inventaire et à faire accuser un ayant droit de détournement sans preuve pourrait constituer un trouble manifestement illicite. Il a rappelé que l'étude organisait désormais les accès et que toute sortie d'objets était interdite hors protocole. Il a aussi noté que la banque avait décliné plusieurs paiements associés à des travaux privés. Camille s'est crispée. Elle a parlé d'acharnement. Me Godefroy a répondu qu'il conseillait à sa cliente de patienter jusqu'à l'ouverture du pli scellé. Je n'ai pas regardé Camille. J'ai signé l'accusé de réception de la convention d'occupation. L'assistante m'a remis les clés. L'après-midi, je me suis réinstallée dans la dépendance. J'ai rangé 3 chemises, 2 livres, mon nécessaire à coudre. J'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air. J'ai replacé la bouilloire sur la prise. J'ai posé mon carnet sur la table. J'ai écrit la liste des gestes autorisés. Dormir, lire, coudre, accueillir l'expert aux heures fixées. J'ai ajouté la liste des gestes interdits. Déplacer, donner, vendre, répondre en public. La maison a pris une respiration régulière. Je l'ai laissé faire. Vers 16h, mon téléphone a repris. Un message de Madame Delaunay, encore. Elle m'informait qu'une carte liée au compte personnel de Camille avait été refusée au restaurant, sans rapport direct avec la succession. Elle ajoutait que des acomptes vers un dépôt de réservation à Paris avaient été perdus, faute de confirmation bancaire et en raison des délais. Elle me demandait de transmettre à l'étude cette information, car des interlocuteurs commençaient à appeler l'agence pour se plaindre. J'ai transmis. Me Bréal a accusé réception et a répondu d'une phrase simple. Toute communication se fera entre la banque et l'étude. Aucun traitement par téléphone privé. Calme. À 17h, un mail de Me Godefroy est tombé. Son ton avait changé. Il demandait que le notaire cesse les scellés sur les livres, amenait un argument de coût, parlait d'intérêt général, évoquait l'option d'un garde-meuble. Il menaçait de faire constater par huissier des manquements à la convention si ma présence gênait les travaux imminents. Me Bréal a répondu 3 lignes. Rappel de la convention d'occupation, rappel du passage et du constat de l'expert, rappel de l'ouverture du pli scellé dans 36 heures. Il a joint l'accusé de réception de la mise en garde sur la communication publique. Il a indiqué qu'il recevrait toute personne utile à l'étude et qu'aucun déplacement ne se ferait sans moi ou mon représentant. Le soir, j'ai reçu un message court de Madame Delaunay. Elle me disait qu'un service interne, celui que l'on appelle par Vigie Patrimoine, suivait désormais les demandes sur les comptes liés aux défunts
et qu'aucune pression ne ferait aller plus vite les actes. Elle ajoutait que les fonds de contrat de capitalisation et d'assurance ne seraient pas libérés sans les pièces et que l'attestation de dévolution était en préparation. Je l'ai remerciée, je me suis fait une soupe, j'ai mangé debout. Par la fenêtre, je voyais le carré d'herbe que j'avais tondu au printemps dernier. Les choses qui tiennent doivent continuer à tenir. Avant de me coucher, j'ai posé sur la table les plis du lendemain. Mon sac avec la convention, mon carnet, une copie du constat, un stylo bleu. J'ai relu l'heure de l'ouverture du pli scellé. Surlendemain, 9h30. J'ai éteint. J'ai dormi d'un sommeil sans rêve. Dans la nuit, j'ai été réveillée par mon téléphone. Une notification sans importance, puis une autre. Quelqu'un commentait sous la publication de Camille. On m'y traitait de vieille garde encombrante. On parlait de faire place nette. J'ai supprimé la notification. J'ai remis le téléphone face contre la table. Je me suis rappelé ce que je m'étais écrit. Ne pas répondre, ne pas déplacer. Attendre ouvertement dans les lieux où l'on écrit. Et dans cet espace sans bruit, j'ai compris que la prochaine pièce, celle du pli scellé, allait déplacer la table pour de bon. Je n'espérais pas une revanche. Je voulais un cadre. La nuance m'a maintenu debout jusqu'au matin. Le surlendemain à 9h30, j'ai pris place dans la même salle, la carafe au milieu, les dossiers alignés. Mebréal a vérifié nos identités, a fait signer la feuille de présence. Camille est arrivée 2 minutes en retard, tailleur clair, regard fermé. Me Godefroy feuilletait déjà un code à noter. L'assistante a posé sur la table une enveloppe brune, scellée d'un ruban de cire. C'était le pli complémentaire, le codicille. J'ai serré mon stylo comme on tient un manche. Le notaire a rappelé le cadre. Testament principal lu par extrait la veille. Ouverture du codicille en présence des parties. Lecture intégrale, puis dépôt au dossier et notification nécessaires, et s'il y a contestation, saisine du juge pour validation des mesures d'exécution. Il a brisé la cire avec un couteau court, a sorti 4 pages dactylographiées et une feuille manuscrite signée d'Arnaud, datée de 6 mois avant sa mort. La lecture a commencé. Je me souviens de l'ordre net des phrases. Il y était écrit que pour préserver l'œuvre et éviter les ventes de circonstances, une part déterminée de la succession devait être affectée à la création d'un fonds de dotation portant le nom d'Arnaud, doté d'une somme d'amorçage et de droits d'usage sur la bibliothèque et l'atelier. Il y était précisé que ce fonds financerait des bourses techniques pour de jeunes apprentis de l'Oise et conserverait la bibliothèque le temps de son catalogage. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé ma main sur la table pour retenir le tremblement qu'on n'offre à personne. Ensuite venaient les charges. Maintien d'un logement pour moi à Beauvais, sans loyer, charges essentielles prises en compte par la succession pendant la durée de la liquidation et au-delà sur décision du fonds de dotation s'il y a lieu. Obligation pour l'héritière de respecter les inventaires et les délais, interdiction de vendre les livres et les archives avant expertise contradictoire. Dépôt d'un exemplaire au notaire et en cas de non-respect, clause résolutoire avec réduction automatique d'une part d'avantage au profit du fonds. Il y avait une phrase simple qui m'est restée. Si ceux qui restent ne tiennent pas, le papier tiendra pour eux. La dernière page ouvrait la porte au mandat posthume. Je fus désigné mandataire pour un périmètre précis. Gestion des actifs listés dans une annexe, suivi des charges, relations avec la banque, le temps de 2 ans au maximum. Tout pour l'intérêt des héritiers et de la succession. Activation immédiate à l'ouverture du codicille. Rendition de comptes trimestriels au notaire. Je me suis tenue droite. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais tenue. Camille a voulu parler, me Godefroy l'a devancé. Il a soulevé des objections sur la portée de la clause résolutoire, a demandé si un juge devait homologuer la création du fonds, a réclamé la note de calcul de la part affectée. Mebréal a répondu dans sa cadence habituelle. Le codicille a été reçu en la forme, les signatures sont reconnues, la clause pénale est valable à condition d'être proportionnée. La création du fonds suivra une procédure que l'étude enclenchera dès la semaine prochaine, avec le préfet pour l'enregistrement. La part affectée est chiffrée, elle respecte les limites, tout ce qui dépasse sera ajusté à la liquidation. Il a ajouté que l'activation du mandat posthume se faisait à compter de ce jour
et que j'agirais désormais en cette qualité, sous son contrôle. Il s'est tourné vers moi. « Madame Morel, vous porterez désormais les échanges avec la banque pour les actifs visés. Vous serez le point de contact pour l'expert chargé de la bibliothèque. Vous veillerez au respect du calendrier. » Je n'ai pas hoché trop vite. J'ai répondu que je rendrais compte en temps et en heure. Il a noté. Camille a décroché son téléphone, puis l'a reposé sans appel. Elle a demandé combien de temps cet inventaire durerait, si elle pouvait avancer des travaux dans la maison principale, si le fonds de dotation existait déjà ou si ce n'était qu'un mot. Mebréal a repris la liste. L'inventaire commencera la semaine prochaine avec le matériel nécessaire. La maison principale pourra faire l'objet de travaux d'entretien légers. Jamais de transformation lourde sans l'accord préalable. Aucune sortie d'objets hors protocole. Le fonds sera déclaré, un conseil de gestion sera désigné, la dotation initiale sera séquestrée jusqu'au feu vert administratif. La banque a déjà été dissuadée de faire sortir des fonds non disponibles. Il a regardé Camille sans dureté. La succession se règle dans un bureau, pas dans une hâte. Godefroy a soupiré. Il a demandé si, pendant ce temps, sa cliente pouvait percevoir une allocation provisoire pour ses frais courants. Le notaire a répondu que tout était possible si c'était écrit et tenu. Il a évoqué la possibilité d'une avance sous condition de transparence budgétaire et d'engagement à ne pas entraver les opérations. Il a précisé qu'aucune somme ne serait versée sans signature et sans un plan assermenté. Il a ajouté que mon mandat posthume impliquait que je puisse vérifier les pièces relatives aux opérations que je devais suivre sans ingérence dans la vie privée. L'assistante a apporté les accusés. Lecture faite. Dépôt au dossier. Notification à la banque et aux intervenants. Rappel de l'ouverture des scellés limité aux experts et aux parties dûment convoquées. Les phrases tombaient comme des ustensiles qu'on range. Ordonné. Utile. Enfin, Mebréal a demandé à chacun s'il voulait ajouter quelque chose. Je me suis contentée de dire que je tiendrais mon carnet, que je ne parlerai pas sur les réseaux, que je ne ferai rien qui n'ait pas de date et de page. Camille a simplement levé les yeux vers le plafond. Elle a dit qu'elle n'avait pas envie de vivre dans un musée. Je n'ai pas répondu. En sortant, j'ai reçu un appel de Madame Delaunay. Elle avait déjà le codicille et le courrier de l'étude sur son écran. Elle m'a saluée en me nommant Madame Morel, mandataire posthume. Elle m'a demandé de passer le lendemain pour mettre à jour les habilitations et établir la marche à suivre. Elle m'a rappelé que toute demande pressante serait renvoyée à l'étude. Je lui ai dit que je viendrais à l'heure. L'après-midi, j'ai repris ma place dans la dépendance. J'ai rangé la copie du codicille au fond d'une chemise. J'ai écrit sur la première page du carnet. Activation du mandat posthume. Fonds de dotation. Clause pénale. Calendrier expert. Compte bloqué. Convention signée. J'ai ajouté en dessous une sentence qui n'était pas de moi. La lenteur n'est pas l'ennemi. Elle protège de ceux qui courent après ce qu'ils font. Plus tard, Lucette a frappé avec un paquet de biscuits et son rire du soir. Elle m'a demandé ce que disait le papier. Je lui ai répondu sans détail. Il dit que nous allons faire les choses comme il faut. Que la bibliothèque ne prendra pas la route d'un garde-meuble, qu'elle apprendra d'abord à se présenter. Que je resterai ici le temps qu'il faudra. Que si quelqu'un n'entend pas, le papier parlera à sa place. Le soir, un message est arrivé de Godefroy. Il était poli et froid. Il me rappelait de ne pas entraver le passage de son client qui viendrait voir l'état de la maison. Il sous-entendait que ma simple présence pourrait créer un trouble. Je l'ai transmis au notaire. La réponse a été rapide. La convention d'occupation est signée. Les accès sont organisés. Aucune visite impromptue. Toute personne passera par l'étude. Rien d'autre. Je me suis couché tard. Je pensais au geste d'Arnaud quand il avait signé ces pages. Il avait dû se dire que la vie s'use quand on la laisse sans bord. Il avait dû se souvenir de mes torchons et de mes draps pliés, cette manie de tendre les coins pour que la table reste plate. Je ne lui parlais plus. Je lui disais simplement que j'avais compris. Puis j'ai éteint. Dans le silence, je pouvais presque entendre la feuille manuscrite dans le dossier beige. Elle ne m'apportait pas de victoire, elle m'offrait une stabilité. Le lendemain, une autre pièce attendait. La banque, les habilitations. Et je le savais déjà,
le retour de la résistance. Parce que quand le papier gagne une place, ceux qui courent tentent toujours une dernière fois d'arracher la nappe. Le lendemain matin, j'ai pris le bus pour la banque. Madame Delaunay m'attendait dans un petit bureau vitré, dossier aligné, écran ouvert sur un tableau aux colonnes sages. Elle m'a salué en me nommant selon mon mandat posthume, a vérifié ma pièce d'identité, puis a posé devant moi une feuille intitulée « Habilitation ». Elle a expliqué doucement. Nous allons inscrire votre qualité pour les actifs listés dans l'annexe du codicile. Vous serez le point de contact pour la conformité et pour l'étude notariale. Toute demande sortant du cadre repassera par chez nous pour contrôle. J'ai hoché la tête. Elle aime les verbes qui tiennent sans menace. Nous avons fait le tour des comptes, d'abord les numéros clos par le décès, puis les contrats de capitalisation encore gelés, les assurances à bénéficiaires connus, tout ce que la banque avait marqué d'un drapeau rouge. Pour chacun, elle m'a montré la case documents manquants, attestation de dévolution en cours selon le notaire, inventaire en cours selon l'expert. Elle a barré d'un trait léger les lignes qui ne me concernaient pas et a imprimé pour moi une liste simple, 3 pages. En bas, elle a noté à la main les coordonnées du service conformité, l'adresse générique pour les transmissions, la mention du suivi prioritaire. J'ai rangé les pages dans ma chemise. À 10h40, une alerte a clignoté sur son écran. Tentative de virement depuis un compte au nom du défunt vers une entreprise de travaux à Paris. Refusé. Même minute, tentative vers une agence immobilière. Dépôt de réservation pour un loft. Refusé. Elle a respiré comme on remet une pile droite. Elle a passé 2 coups de fil rapides. Ensuite, elle a levé les yeux et m'a dit calmement que le prestataire avait appelé pour se plaindre et que la banque lui avait répondu la même chose qu'à tous. Rien ne sortirait sans acte notarié. Elle a ajouté que l'agence immobilière avait déjà retenu un acompte versé depuis le compte personnel de Camille et que, faute de confirmation, la somme serait perdue au-delà du délai. Elle a posé à plat une petite fiche. Chronologie des refus. J'ai noté les heures dans mon carnet. Je n'ai pas éprouvé de plaisir. J'ai éprouvé la sensation précise d'une porte qui joue son rôle sur ses gonds. À 11h, la porte s'est entr'ouverte sur Camille. Elle est entrée sans attendre qu'on l'y invite. Regard haut, épaules en avant. Elle a annoncé qu'elle exigeait que l'on corrige une erreur manifeste. Elle a dit que la vie ne s'arrête pas parce que des gens aiment organiser des papiers. Elle a assuré qu'elle avait besoin de solder ses choix. Madame Delaunay a conservé sa voix égale. Elle a expliqué la règle. Décès, blocage, étude notariale, attestation, inventaire. Elle a précisé que le codicile venait d'être notifié, que l'activation du mandat posthume impliquait un canal unique de communication et que toute demande urgente était désormais inutile. Les cartes ne franchiraient pas les barrages qui existent pour les morts. Camille s'est tournée vers moi. Elle m'a accusée d'entrave. Elle m'a dit que je me vengeais de ma place à table, qu'une vieille dépendance ne donne pas le droit de tenir une famille entière par le cou. J'ai posé ma main à plat sur mon carnet. J'ai prononcé les mots que j'avais préparés. Je suis mandataire posthume sur un périmètre précis. Je rends des comptes au notaire. Je ne tiens personne. J'exécute. Elle a tenté un rire et a dit que ce mot me seyait trop bien. Exécuter. Nous avions ce silence à 3 qui n'est pas le vide, mais l'alignement d'un cadre. Madame Delaunay est intervenue. Madame, a-t-elle dit à Camille, nous avons reçu vos tentatives et vos appels. Nous avons répondu à vos prestataires. Nous avons confirmé que la succession n'était pas liquidée. Nous continuerons. Elle a ajouté qu'une mise en garde interne avait été lancée contre toute pression en agence ou par téléphone. Les demandes seraient traitées par écrit entre l'étude et la banque. Elle a conclu par une phrase sans aspérité. Il n'y a pas d'urgence qui vaille usure des règles. Camille a levé les bras. Elle a demandé si elle devait s'endetter pour respirer. Madame Delaunay a parlé d'une avance provisoire possible, négociée avec le notaire sous conditions écrites. Elle a dit que ce n'était pas à la banque de suggérer, mais qu'elle pouvait accueillir un plan si l'étude le validait. Puis elle a glissé vers moi un exemplaire de ma fiche d'habilitation signée. J'ai signé. Elle a signé. Camille a quitté le bureau sans saluer. À 12h20, le service conformité a envoyé un message récapitulatif à l'étude, copie pour moi.
liste des tentatives signalées, des refus, mention des appels de 2 prestataires. Proposition d'amélioration du flux d'informations pour éviter le bruit. J'ai transféré à Mebréal en ajoutant une ligne. Tout est rangé dans mon carnet. Merci. L'après-midi, je suis revenue à la dépendance. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai laissé l'air passer. À 14h30, l'expert a rappelé pour convenir d'une seconde séance avec matériel et scanner mardi suivant. J'ai noté. À 15h, Mohori m'a appelé depuis le commissariat. Il venait d'apprendre que la plainte de Camille pour vol serait probablement classée. J'ai dit que je verserais au dossier les captures d'écran de la publication qui insinuait des disparitions et que je ne commenterais pas en public. Il a approuvé. À 15h45, Madame Delaunay m'a signalé une autre série de refus, cette fois sur la carte personnelle de Camille. Paiement au restaurant, paiement d'acompte chez un cuisiniste, fonds insuffisants. Je l'ai remercié, j'ai noté, j'ai rangé. Il y a des journées où l'on devient percepteur des faits. En fin d'après-midi, un entrepreneur a sonné à la grille. Colis de devis sous le bras, voix sûre. Il demandait si les travaux prévus à Paris étaient confirmés. Il avait un planning, des équipes. J'ai répondu que la banque avait refusé les mouvements et que les décisions se prenaient désormais à l'étude. Il a pris une inspiration vexée. Il a dit qu'il perdrait son acompte. J'ai laissé la phrase flotter. Je lui ai souhaité de trouver un autre chantier. Mon rôle n'était ni de consoler, ni de punir. Il était d'éviter que des mains se posent sur les objets au milieu d'un inventaire. À 18h10, un courriel de Me Godefroy est tombé, plus tendu que la veille. Il imputait à mon mandat la situation financière de sa cliente, parlait de dégradation rapide, suggérait qu'en cas d'obstruction, il saisirait le juge pour demander une limitation de ma mission. Mebréal a répondu 20 minutes plus tard. Il rappelait l'activation du mandat posthume par le codicile, l'assise légale, la finalité d'intérêt pour la succession et l'ordre des opérations. Inventaire, attestation, déclaration du fonds. Ensuite, seulement examen des avances possibles. Il proposait une réunion contradictoire pour mettre noir sur blanc les besoins courants de Camille et les conditions d'une allocation provisoire. Il proposait la date, jeudi 11h, à l'étude. La nuit tombait quand mon téléphone a vibré encore. Lucette m'annonçait qu'une scène avait eu lieu dans un restaurant du centre. Camille avait payé avec une carte qui avait refusé. Elle avait élevé la voix. Elle avait parlé de vengeance, d'entrave, de vieille sorcière. Le mot m'a frappé comme une baguette molle. Il n'a pas trouvé prise. J'ai écrit dans mon carnet la scène selon Lucette. Restaurant, refus de carte, parole. Aucun commentaire de ma part. Avant d'éteindre, j'ai relu la convocation du notaire pour le jeudi. Objet de la réunion. Cadre d'une allocation provisoire éventuelle pour Camille. Rappel de la clause pénale en cas de non-respect des charges. Présence de l'expert la semaine suivante. J'ai posé le stylo, j'ai bu un verre d'eau. J'ai laissé venir la pensée que j'avais déjà rencontrée dans d'autres couloirs. Il y a des gens qui confondent freiner une chute et retenir une personne. Mon mandat n'était pas un bras autour d'une gorge, c'était un garde-fou. Le lendemain, j'irai au marché acheter de quoi tenir. Le surlendemain, je m'assiérai à l'étude pour poser les chiffres qui évitent les cris. Et si la corde décidait de se tendre encore, le papier serait là, sans vaincre, mais sans céder. Le jeudi à 11h, nous étions assis autour de la table claire. Mebréal avait préparé un ordre du jour sur une feuille simple. 4 points. Avancement de l'inventaire, calendrier banque et attestation, rappel des charges et du mandat, examen d'une allocation provisoire pour Camille. L'assistante a posé une carafe et des verres. Le silence avait cette fermeté des lieux où l'on dit peu. Le notaire a commencé par ce qui ne se discute pas. L'expert reviendra mardi avec scanner et matériel pour la bibliothèque. Une seconde séance est prévue 15 jours plus tard pour les pièces restées à classer. Aucun déplacement de livres, aucun transfert de documents, aucun garde-meuble. L'expert sollicitera, si besoin, un commissaire-priseur pour les lots d'intérêt. Il a noté à la marge que les captures de la publication de quartier étaient versées au dossier, aucune réponse publique n'était faite par l'étude et que la communication se tenait désormais par courrier. Je me suis tenue droite. Entendre la procédure tenir debout à ma place m'a soulagée d'un poids qu'on ne voit pas. Puis il a abordé la banque.
La conformité a confirmé les refus sur les comptes liés aux défunts. L'attestation de dévolution est en cours de rédaction. Elle sera signée dès que l'inventaire aura atteint un premier palier et que le périmètre des biens sera assez déterminé pour permettre des avances éventuelles. La déclaration du fonds de dotation est prête. Dépôt en préfecture prévu pour le début de la semaine prochaine. Une fois le récépissé obtenu, la dotation initiale sera placée en compte séquestre et ne sortira plus du circuit. Je l'ai noté dans mon carnet. Dépôt, récépissé, séquestre. 3 mots qui tiennent sans hausser la voix. M. Godefroy a demandé la parole. Il a dit que sa cliente faisait face à des frais courants, qu'elle ne pouvait ni déménager ni interrompre ses projets sans dommage, qu'elle souhaitait un pont. M. Bréal a opiné. C'est précisément le point 3. Il a rappelé la clause pénale prévue au codicile en cas de non-respect des charges. Il a dit qu'au vu des tentatives de virement et des publications dénigrantes, il était plus prudent d'écrire d'abord un cadre avant d'envisager des avances. Il a ajouté que mon mandat posthume m'autorisait à veiller à la bonne exécution des charges et à contrôler dans ce périmètre les pièces justificatives budgétaires sans ingérence inutile. Nous sommes entrés dans la partie la plus concrète. Le notaire a sorti une grille modeste. 4 colonnes, loyer ou charges incompressibles, alimentation et vie courante, transport et assurance, santé. Aucune ligne pour des travaux ou des achats hors entretien. Il a proposé un montant provisoire mensuel raisonnable, couvrant ces postes pendant 2 mois, avec un mécanisme de renouvellement si les conditions sont tenues. Justificatif à déposer chaque fin de mois. Virement effectué par l'étude depuis un compte séquestre, après vérification. Interdiction de solliciter la banque en parallèle pour des dépenses hors cadre. En cas de manquement, suspension immédiate et examen de la clause pénale. Camille a serré la mâchoire. Elle a demandé ce qu'il en était du projet d'appartement à Paris. M. Bréal a répondu que ce projet ne relevait pas des frais courants, qu'il supposait une liquidation partielle et un accord, que ce n'était pas la priorité d'une succession ouverte. M. Godefroy a plaidé le coup d'opportunité. Le notaire a conservé sa voix égale. Nous ne discutons pas d'opportunité tant que le défunt n'est pas soldé. Nous discutons de charges et d'obligations. Il a tourné la feuille vers moi. Madame Morel, êtes-vous en mesure d'accepter ce cadre et d'en assurer le suivi dans les limites de votre mandat? J'ai répondu oui. J'ai ajouté que je ne discuterai jamais un ticket de caisse au centime près, que je veillerai à l'esprit du cadre plus qu'à sa police, mais que les tentatives parallèles destinées à contourner l'étude rendraient impossible toute avance. M. Bréal a indiqué que cette phrase serait intégrée en préambule du protocole. L'assistante a imprimé un projet court. Titre: Allocation provisoire à durée déterminée. Bénéficiaire: Camille Lemaire. Montant mensuel: poste couvert. Modalité: justificatif. Clause de suspension. Rappel des charges liées au codicile. Rappel du mandat posthume. Signature requise. Lecture à voix claire. Nous avons relu une 2e fois. M. Godefroy a demandé un ajustement sur la date de versement. Le notaire l'a accordé. Il a refusé d'y ajouter une mention sur une quelconque autorisation de travaux. Ce sera non, a-t-il dit, tant que l'inventaire n'aura pas été bouclé et que le fonds n'aura pas été déclaré. La porte s'est entr'ouverte. L'assistante a glissé une note. Le commissariat avait transmis l'information d'un classement probable de la première plainte, sous réserve des derniers éléments. M. Bréal l'a lu sans commentaire, l'a versé au dossier. Camille a rougi. Elle a murmuré que tout cela était humiliant. Le notaire a répondu que ce n'était pas une humiliation, que c'était une table remise à niveau. Nous avons signé le protocole. J'ai apposé ma signature avec une main ferme. Camille a signé après un temps long. M. Godefroy a paraphé chaque page. L'assistante a tamponné. Une copie m'a été remise, une à Camille, une au dossier. M. Bréal a clos la réunion par un rappel simple. Toute communication désormais se fera par écrit. Les appels ou messages impulsifs ne recevront pas de réponse. L'inventaire continue mardi. Le dépôt du fonds se fait lundi. Nous nous reverrons pour la suite. En sortant, j'ai senti l'air doux frôler les murs. Devant l'étude, un photographe attendait. Appareil en bandoulière, regard accroché aux portes. Je l'ai dépassé sans vitesse. Camille s'est arrêtée pour souffler des mots dont je n'ai pas attrapé le sens.
Je n'ai pas regardé derrière. Je suis allé jusqu'à l'arrêt de bus. Dans mon sac, le protocole pesait juste ce qu'il faut pour empêcher la colère de s'envoler. L'après-midi, j'ai envoyé à Madame Delaunay la copie du protocole. Elle a répondu en 2 lignes. Bien reçu. Mise à jour interne, aucune demande hors cadre. Puis j'ai rangé la feuille dans ma chemise bleue à côté du codicille et de la convention d'occupation. Sur la première page de mon carnet, j'ai écrit les mots du jour. Grille, colonne, justificatif, suspension. Je les ai écrits sans les alourdir. Ils avaient déjà le poids nécessaire. En fin de journée, Lucette a frappé avec 2 pêches. Nous les avons mangées sur le pas de la porte. Elle m'a demandé si le papier tenait. Je lui ai répondu que oui, qu'il ne remplaçait pas l'amour, mais qu'il empêchait la vaisselle de tomber avant le repas. Elle a ri. Elle a dit qu'elle préférait 1000 fois les phrases qui ne brillent pas et qui permettent d'ouvrir une fenêtre sans se couper. Le soir, j'ai posé le protocole sous un livre pour lui donner un pli net, puis j'ai éteint tôt. Le lendemain, je devais me taire encore, laisser la banque parler au prestataire et attendre l'inventaire. Dans ces silences-là, on n'est pas seul. On est entouré de bords droits. Le lundi suivant, je me suis rendue à la préfecture avec me Bréal pour le dépôt du fonds de dotation. Le dossier était ficelé par 2 rubans, les annexes numérotées, l'objet clair. Fonds Arnaud Morel, bourse technique pour apprentis de l'Oise, conservation et catalogage de la bibliothèque. Le guichet a pris, a tamponné, a remis un récépissé provisoire. J'ai posé mon doigt sur la date pour en garder la sensation exacte. Dans la cour, le notaire m'a dit que la banque ouvrirait aussitôt le compte séquestre du fonds, que la dotation initiale serait isolée, intouchable jusqu'aux autorisations finales. Je l'ai remercié. Le papier venait de trouver une chaise à sa taille. En sortant, mon téléphone a vibré. Un message de la banque, concis. Protocole d'allocation provisoire enregistré. Premier virement possible sous 48 heures vers un compte courant de Camille, sous réserve de réception des justificatifs de charge et d'une attestation de non-demande parallèle. Je l'ai transféré à l'étude. L'assistante a répondu qu'un créneau était réservé pour le lendemain, remise des pièces et signature d'un reçu de versement. J'ai respiré par le nez comme on redresse un drap qui a glissé. L'après-midi, l'expert est revenu avec son scanner. La lampe a fixé une lumière douce sur les pages. Il a déroulé son ordre silencieux, a avalé des tranches de papier avec son appareil, a collé des fiches à l'intérieur des reliures, a photographié les dédicaces. Par moments, il notait une cote, un appel à un commissaire-priseur, une estimation conservatoire. J'aimais la précision de ses gestes. On aurait dit une couture sans fil. À la fin, il a laissé une feuille d'étape. 1/3 du travail fait, 2 séances encore, conservation à l'identique, aération, absence de poussière. J'ai épinglé la feuille à mon mur comme on suspend un torchon propre. Le soir, j'ai reçu un appel de Lucette. Sa voix était plus basse que d'habitude. Camille était passée chez elle, par calcul ou par fatigue. Elle avait parlé vite, s'était excusée à mi-mot du tumulte, avait demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit. Lucette avait servi un verre d'eau. Elle m'a dit qu'elle avait simplement répondu qu'ici, on posait les choses à plat et que l'eau se buvait sans grimace. Je l'ai remerciée. Je préfère les amitiés qui ne réécrivent pas les scènes à ma place. Le lendemain, Camille est arrivée à l'étude à l'heure. Elle avait l'air d'avoir dormi par petits morceaux. Elle a sorti des factures de charge, une quittance d'assurance, des tickets d'alimentation. Mebréal a vérifié, a coché, a demandé une attestation signée de sa main sur l'honneur, qu'aucune demande parallèle ne serait faite à la banque ou au prestataire pour ce mois et que tout impondérable passerait par l'étude. Elle a signé, droite. Le notaire a établi un reçu à contresigner au moment du virement et a rappelé la clause de suspension en cas de manquement. Il n'a pas insisté. Il a lu sa phrase comme un pharmacien lit une posologie. Quand nous nous sommes retrouvés seuls, 2 minutes dans le couloir, Camille a tourné la bague à son doigt sans la quitter. Elle a demandé si j'étais satisfaite. J'ai dit que je ne cherchais pas la satisfaction. J'ai dit que je cherchais un cadre. Elle a abaissé le regard, a prononcé un merci qui n'appelait aucune réponse. Je n'ai pas essayé de le retenir ni de le prolonger. Certains mots doivent tomber sur le sol pour savoir s'ils cassent. Le jour suivant a été un jour de petite confirmation.
Un courriel de la préfecture reconnaissant la complétude du dossier. Un message de la banque m'invitant au titre du mandat à vérifier les libellés de certains mouvements avant exécution. Une note de l'expert annonçant la date du passage du commissaire-priseur. Un mail de Mme Horry m'indiquant le classement sans suite de la première plainte. Je les ai rangés un à un, sans musique. Je n'ai rien annoncé, je n'ai rien commenté. J'ai seulement pensé qu'il est des victoires qui n'ont pas de ruban. Le jeudi, l'étude a procédé au premier virement de l'allocation provisoire. Camille a signé le reçu, le notaire a rappelé le calendrier, justificatif fin de mois, séance de bibliothèque, dépôt des statuts définitifs du fonds, puis première réunion du conseil de gestion pour décider de la répartition des bourses. Il a ajouté que le fonds ne ferait pas d'ombre au deuil, qu'il ferait de la place au sens. Je me suis tue pour ne pas brouiller la phrase. En sortant, j'ai croisé Marc sur le perron. Il m'a dit qu'il avait conseillé à Camille de poser les épaules. Il n'a pas cherché de gratitude. Je lui ai demandé s'il tiendrait la porte quand il le faudrait. Il a hoché sans excès. L'inventaire a continué, sans incident. Parfois, le scanner croche. Parfois, une reliure se résiste. Nous avons adopté un rythme. 2 heures, une pause, une couture, une gorgée d'eau. Le commissaire-priseur a confirmé la valeur de quelques pièces, mais a recommandé de ne rien vendre avant l'achèvement du catalogage. J'ai aimé ce conseil qui ne recule pas la décision pour le plaisir de reculer, mais qui rend possible une décision propre. Un soir, au marché, une voisine m'a demandé si je comptais pardonner. J'ai répondu que je comptais d'abord finir les colonnes. Elle a ri, puis s'est excusée de rire. J'ai acheté des poireaux, des pommes, un pain que je n'avais pas besoin de partager, mais que j'ai partagé quand même avec Lucette. Chez elle, nous avons écouté l'eau bouillir. Elle m'a demandé si la colère avait maigri. Je lui ai dit qu'elle ne dormait plus chez moi. Elle venait au seuil parfois, criait par réflexe, repartait en découvrant qu'il n'y avait pas de chaise. La semaine s'est refermée avec 2 gestes nets. Mebréal m'a transmis la copie du récépissé de déclaration du fonds et le relevé du compte séquestre. 0 sortie, point final sur la ligne. Et Camille a envoyé un courriel court, sans objet, presque nu. Reçu allocation. Merci. Justificatifs suivront. Je l'ai archivé, puis j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une phrase qui s'est imposée sans débat. On ne sauve pas une famille avec des cris. On la rend possible avec des bords. J'ai ajouté la date. J'ai soufflé sur l'encre. J'ai fermé le cahier comme on couvre un plat qui mijote à feu doux. Demain, je laisserai l'expert travailler sans moi et j'irai marcher derrière la cathédrale. La pierre, comme le papier, connaît la lenteur qui nous manque quand on veut que tout aille vite. Quand le récépissé définitif du fonds est arrivé par courrier, j'ai senti le papier peser un peu plus que d'habitude dans ma main. Il y avait la date en haut, le numéro d'enregistrement et cette phrase qui ferme doucement une porte sans claque. Déclaration prise en compte. J'ai photocopié le document, j'en ai glissé un exemplaire dans la chemise bleue, un autre au mur de la dépendance avec une punaise claire. Puis, j'ai appelé l'expert pour lui dire que la maison respirait mieux. Il a répondu que les choses respirent quand on leur fabrique des poumons. Le conseil de gestion du fonds s'est réuni dans une salle simple, prêtée par la mairie. Le proviseur du lycée professionnel, une maîtresse d'apprentissage, Mebréal pour le cadre, et moi. Nous avons lu les statuts en entier sans accélérer. 3 bourses à décider pour la première session, un règlement intérieur pour dire que l'argent s'utilise pour les outils, les déplacements, les frais d'examen. Nous avons voté sans grand geste. Le proviseur a proposé des noms, la maîtresse d'apprentissage a raconté une histoire courte d'un jeune qui tenait ses promesses mieux que ses larmes. J'ai signé au bas de la page. J'ai pensé qu'Arnaud aurait aimé ce moment-là. Pas un triomphe, une table bien dressée. La banque a isolé la dotation initiale sur le compte séquestre. Une ligne nette. 0 sortie avant la première délibération. Madame Delaunay m'a appelé pour me signaler qu'un prestataire insistait encore pour régler un acompte dans l'urgence. Elle a renvoyé vers l'étude, puis m'a adressé un récapitulatif. J'ai remercié. Elle m'a dit que certaines semaines ressemblent à des couloirs, qu'on finit quand même par atteindre la lumière si l'on marche à son pas. J'ai noté la phrase, pas pour la répéter, pour me rappeler que les banquiers ont parfois des épaules d'infirmière.
La bibliothèque a fini par s'aligner dans le scanner, livre après livre, comme un linge qu'on repasse sans chercher l'éclat. Le commissaire-priseur a remis une note finale. Quelques volumes valables, oui, mais surtout une cohérence d'ensemble qui méritait d'être conservée au moins jusqu'au catalogage complet. Nous avons bouclé le second inventaire. Les scellés du coffre ont été levés sous contrôle, rien n'avait bougé. L'expert a collé une dernière étiquette et a rangé son matériel. Il m'a serré la main. Il a dit que parfois, le travail le plus difficile consistait à ne pas faire. J'ai acquiescé. Se retenir de déplacer, c'est encore agir. Du côté de Camille, le protocole d'allocation a tenu sans incident ce premier mois. Les justificatifs sont arrivés en temps et en heure, sans drame. Un après-midi, elle a écrit qu'elle avait rendez-vous avec un centre de bilan de compétences. Je n'ai pas félicité, je n'ai pas commenté, j'ai transmis à l'étude. Le second mois, Mebréal a reconduit l'allocation à l'identique, a joint une phrase qui m'a plu. L'objectif du pont est la rive, pas la danse. J'ai pensé que c'était une manière pudique de dire qu'on ne vit pas sur des passerelles. Le classement sans suite de sa première plainte m'a été notifié officiellement. Une page brève. Aucune infraction caractérisée, absence de preuve d'appropriation. J'ai glissé la feuille dans la chemise entre la convention et le codicille. Je ne me suis pas sentie blanchie, je ne m'étais pas salie, simplement rangée à ma place. Camille n'a pas écrit à ce sujet. Elle a envoyé, à la fin du deuxième mois, un message court pour dire qu'elle avait trouvé une petite mission en indépendant, de quoi ajouter une colonne à son tableau. Elle a ajouté qu'elle continuerait d'envoyer ses justificatifs comme prévu. J'ai répondu bien reçu, rien d'autre. Un samedi, je l'ai croisée à la sortie du marché. Elle avait un sac plus léger, elle marchait moins vite. Elle m'a demandé si elle pouvait venir voir la bibliothèque. J'ai dit oui, à heure fixe, en présence de l'expert s'il le souhaitait, ou de l'assistante. Elle a dit d'accord. Nous n'avons pas parlé d'avant. Nous avons regardé le ciel un instant. Je n'ai pas cherché sa main, je n'ai pas retiré la mienne. Nous avons gardé nos bords. Le jour de la première délibération des bourses, la salle de la mairie sentait la poussière propre. Les 3 jeunes sélectionnés sont venus avec leur famille. Ils ont serré les mains avec une timidité solide. Nous avons remis les dossiers, expliqué les règles de dépenses, rappelé le calendrier des reçus. Je me suis surprise à sourire, pas pour me donner une contenance, pour retrouver une chaleur qui n'oblige personne. En rentrant, j'ai déposé la liste des boursiers sur la table de la dépendance, à côté d'un couteau et d'une pomme. Je l'ai recopiée dans mon carnet. J'ai ajouté la date sans emphase. Un soir, Camille a demandé un rendez-vous à l'étude. Elle a dit qu'elle souhaitait lever un malentendu. Mebréal a fixé l'heure. Dans la salle claire, elle a reconnu que ses publications avaient dépassé sa colère. Elle a dit qu'elle n'avait pas mesuré ce que signifie une succession ouverte. Elle a demandé si le fonds accepterait un don, modeste, pour un poste précis. Mebréal a répondu que tout don suit une procédure, qu'il n'y a pas de geste symbolique hors livre. Il a proposé de l'inviter à la prochaine réunion du Conseil comme auditrice, sans voix délibérative. Elle a accepté sans lever le menton. J'ai noté cette posture-là, pas pour la garder contre elle, pour me souvenir qu'on apprend aussi à baisser la tête sans perdre la nuque. Le 3e mois, l'allocation provisoire a été réduite d'1 tiers, sur proposition du notaire, et avec mon accord, au regard des premiers revenus de Camille. Le protocole le prévoyait. Elle n'a pas contesté. Elle a rendu des reçus propres. Elle a cessé d'appeler la banque. Elle a cessé surtout d'envoyer des messages tardifs. La nuit est revenue à sa fonction. De mon côté, je me suis habituée à la dépendance redevenue silencieuse. Je recous des ourlets, je range les relevés dans des pochettes, je marche derrière la cathédrale. La pierre me parle sans vouloir avoir raison. Un matin, j'ai reçu une enveloppe Kraft. À l'intérieur, 3 cartes de remerciement écrites par les apprentis, avec des fautes que j'ai aimé ne pas corriger. Ils disaient qu'ils avaient acheté des outils, qu'ils iraient plus loin pour un concours, qu'ils n'avaient pas eu besoin de mentir pour obtenir ce qu'il fallait. J'ai posé les cartes dans la bibliothèque, entre 2 volumes. Ce n'était pas un hôtel. C'était un rayonnage où la vie s'accroche sans mordre. À la fin du 4e mois, Mebréal a réuni les pièces du mandat posthume pour un point d'étape.
Il a dit que nous suivions le calendrier, que l'inventaire serait clos au prochain trimestre, que la bibliothèque aurait son catalogue et que le fonds commencerait ses cycles ordinaires sans nous. Il a rappelé que mon mandat avait un terme, qu'il me faudrait réapprendre à ne plus signer au nom des morts. J'ai hoché doucement. On n'occupe pas un couloir plus longtemps qu'il n'est nécessaire. En rentrant ce jour-là, j'ai allumé la bouilloire. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit ce que je pouvais adresser à celles qui s'abîment en silence. On ne gagne pas contre des voix qui crient. On gagne quand une page porte votre nom et une date. On gagne quand l'on renvoie les urgences à ceux qui les fabriquent. On gagne quand l'on fait tenir une table assez longtemps pour que les mains cessent de la bousculer. On gagne parce qu'on n'a pas cherché à gagner. On a cherché la tenue. J'ai refermé le carnet, j'ai versé l'eau, j'ai regardé la vapeur. Ce n'était pas une fin. C'était une manière de continuer sans se perdre. J'avais appris de mon fils que les bords ne coupent pas. Ils empêchent de se répandre. Et c'est assez pour rester debout à Beauvais, à mon âge, devant une fenêtre où passe le temps et des oiseaux qui ne demandent à personne l'autorisation d'être dans le ciel.